peine le départ de Bruno Retailleau, on a vu que son remplaçant ne se situait pas du tout sur sa ligne. Et ça, c'est plutôt rassurant pour l'avenir et pour les relations entre la France et l'Algérie. Alors, on va parler d'ailleurs des déclarations de Laurent Nunez, qui est l'actuel ministre français de l'Intérieur. Et selon ses déclarations, eh bien, il veut apaiser les tensions et faire un pas vers l'Algérie. En fait, il veut une relation normale. Pardonnez-moi, mais je veux dire, celui qui a détruit, qui a abîmé, qui a dégradé les relations entre la France et l'Algérie, c'est Bruno Retailleau. C'est Bruno Retailleau parce que il faisait état d'une forme de nostalgie insupportable, inacceptable dans la relation à l'Algérie. Il considérait l'Algérie comme un pays ennemi dans ses déclarations. Or, l'Algérie doit être un pays partenaire de la France, un pays respecté, un grand pays avec sa souveraineté. Et c'était pas du tout la position de Bruno Retailleau. On a là un Laurent Nunez que je connais, puisque j'ai été parlementaire européen, oui. Et il était préfet de police à l'époque à Marseille, donc j'ai eu l'occasion de le croiser. On a un Laurent Nunez qui est haut fonctionnaire de la République française, qui n'a pas envie de politiser la relation France-Algérie au sens, j'ai envie de dire, négatif du terme, qui veut pas instrumentaliser donc cette question, qui ne se prendra pas pour le ministre des Affaires étrangères, et qui considère que l'Algérie est un grand pays qu'il faut respecter. Ses premières déclarations l'attestent. Il parle d'une coopération. Bon, il se passe quelque chose là entre Paris et Alger, non? On sent comme un frémissement. Oui, effectivement. Après des mois, voire des années de relations très tendues, vraiment glaciales par moments. Glacial, c'est le mot. Et là, tout d'un coup, on entend parler d'apaisement, le nouveau ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, qui arrive et qui semble vouloir changer de ton. Il parle de coopération normale. C'est ça. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est juste de la com, un vernis diplomatique, ou est-ce qu'on assiste pour de vrai à un dégel stratégique peut-être? C'est toute la question et c'est vrai que le contraste est saisissant. Saisissant par rapport à la période juste avant, qui était marquée par une crispation quasi systématique. Oui, on sort vraiment d'une phase où non seulement le dialogue était rompu, mais où certaines actions, certaines déclarations côté français, elles semblaient presque faites exprès pour envenimer les choses, pour maintenir une tension constante. Une sorte de défiance organisée, quoi. Exactement. C'était un peu ça l'atmosphère. Et justement, cette ère de crispation, on pense à certaines figures politiques, Bruno Retailleau par exemple, qui semblait vraiment incarner cette ligne dure. Est-ce que c'était vraiment fini? Et surtout, est-ce que c'était si grave que ça, cette confrontation? Si dommageable? Ou est-ce que finalement, c'était juste de la posture politique un peu montée en épingle? Alors, dommageable, je crois que oui, le terme est approprié si on regarde les conséquences concrètes. Ça va bien au-delà de la simple posture, en fait. Ah bon? Oui, le discours qui était porté par M. Retailleau et d'autres sur cette ligne, il était perçu à Alger, mais pas seulement là-bas, aussi par des analystes ici, comme Karim Zeribi, par exemple, comme vraiment problématique. Problématique comment? Chargé d'une sorte de nostalgie un peu déplacée, une vision qui traitait l'Algérie non pas comme un partenaire souverain, ce qu'elle est, mais presque comme un adversaire. L'expression pays ennemi a même circulé. Oui, je m'en souviens. Et les impacts, eux, ils n'ont rien eu de symbolique. Ils ont été très, très tangibles. C'est-à-dire, concrètement, ça donne quoi? On parle de tensions diplomatiques, mais au quotidien, pour les relations... D'abord, le plus évident et peut-être le plus grave stratégiquement, le gel. Un gel quasi total de la coopération sécuritaire. Ah oui, ça c'est crucial entre les deux pays. Absolument vital. Vu les enjeux régionaux, le terrorisme, la criminalité organisée, l'instabilité au Sahel, cette coopération, qui parfois fonctionnait même quand ça allait mal politiquement, là, elle a été stoppée net, brutalement. D'accord. Ensuite, le dialogue institutionnel, même au niveau technique, bloqué, complètement bloqué, plus rien ne passait. Ah ouais. Et puis, il y a le volet économique. On le sous-estime souvent, son impact politique, mais là, la facture est salée. Salé comment? Vous avez des exemples précis? Prenons l'agriculture. C'est symbolique et c'est important économiquement. Le blé français, l'Algérie, ça a longtemps été un débouché majeur. Oui, bien sûr. Eh bien, cette politique de tension, elle a directement contribué à ce que la France perde une part énorme de ce marché. Au profit de qui? De la Russie, notamment. Ah oui? Et ça chiffre à combien, cette perte? On parle d'une perte sèche qui serait proche du milliard d'euros par an. Rien que sur le blé, 1 milliard? C'est énorme.
colossal. Et ce n'est qu'un exemple. Le président de la Chambre de commerce franco-algérienne, Michel Bizac, qui représente quand même les 450 entreprises françaises là-bas, Ouais. il n'a pas caché son inquiétude. Il a critiqué publiquement cette approche conflictuelle. Il a dit clairement que ça nuisait aux intérêts économiques français. L'incertitude politique, ça pèse sur les investissements, sur les échanges. Logique. Donc économie, sécurité. Pilier essentiel. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences peut-être plus humaines? Oui, et c'est peut-être là que cette politique de crispation a montré son visage le moins reluisant, disons. D'après beaucoup de témoignages d'analyse, il y a eu un coût humain, ou en tout cas administratif, perçu comme particulièrement mesquin. Misquin. C'est-à-dire? Des directives qui semblaient viser spécifiquement à compliquer la vie des Algériens qui résident légalement en France. Ah bon? Comment ça? On parle de retard, inexplicable, systématique, pour renouveler les titres de séjour, de tracasseries administratives délibérées, de difficultés pour avoir des visas, même pour des gens sans aucun problème. Karim Zeribi, qui connaît bien ces dossiers, il parle d'une dégradation volontaire des relations, orchestrée au plus haut niveau. Et ça touchait les gens, directement. Une stratégie de la tension jusqu'au guichet de la préfecture, en somme. C'est un peu l'image, oui. Une stratégie assumée. Bon. Et c'est là-dessus qu'arrive Laurent Nunez à Beauvau. Changement de style radical, on l'a dit, mais est-ce que c'est juste la forme, un visage plus lisse? Ou est-ce qu'il y a un vrai changement de fond, de doctrine? Quand il parle d'apaisement, de coopération normale, qu'est-ce qu'il distingue vraiment de l'approche d'avant? C'est pas juste une communication plus habile, au fond. Alors, il y a plusieurs éléments qui le distinguent, je pense, au-delà du style. D'abord, son profil. Ce n'est pas un politique pur jus, si on peut dire. C'est un haut fonctionnaire, un pur produit de l'administration égalienne. D'accord. Il a été préfet de police à Marseille, Karim Zeribi confirme l'avoir connu là-bas, patron de la DGSI, c'est un technicien de la sécurité, pas un idéologue des relations franco-algériennes. Ah, c'est intéressant ça, le profil technicien. Oui, il est perçu comme moins marqué politiquement sur ce dossier précis. Plus focalisé sur les missions de l'État, sécurité intérieure, coopération. Il ne cherche pas, semble-t-il, à instrumentaliser cette relation pour la politique intérieure française, ni à marcher sur les plates-bandes du Quai d'Orsay. Il reste dans son couloir, quoi. Voilà, c'est ça. Et son message clé, il découle de ce profil. Il dit clairement qu'il faut restaurer la coopération sécuritaire. Il admet même sans détour que la suspension de cette coopération a pénalisé la France. Ah, il l'admet, hein? Oui, c'est son domaine, il agit en conséquence, et puis, peut-être plus important encore, c'est le changement de langage. Il adopte un ton respectueux envers l'Algérie, il la qualifie de grand pays, il insiste sur le respect de sa souveraineté, ce n'est pas anodin. Ça tranche radicalement avec le discours d'avant, souvent perçu comme condescendant, voire hostile. Respectueux, coopératif ou juste lucide? Pragmatique. Soyons francs, est-ce que la France aujourd'hui, elle a vraiment le choix? Est-ce qu'elle n'a pas objectivement besoin de l'Algérie sur plusieurs dossiers chauds? Ce serait pas simplement une reconnaissance un peu tardive que la politique de la chaise vide, de la confrontation, ça ne mène nulle part, surtout quand on est soi-même, peut-être, en position de faiblesse relative. C'est du respect sincère ou c'est le langage de la nécessité? C'est très probablement une combinaison des deux. Mais il est indéniable que le facteur nécessité, les intérêts bien compris, ça pèse très très lourd dans la balance géopolitique actuelle. Ce changement de ton, cette main tendue, ça ne sort pas de nulle part. Non, bien sûr. Ça s'inscrit dans une dynamique régionale, internationale, qui a profondément évolué. Et pas forcément à l'avantage de la France d'ailleurs. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui a changé si fondamentalement sur l'échiquier pour que Paris soit presque obligé de revoir sa copie avec Alger? Il y a plusieurs facteurs qui jouent en même temps. D'une part, l'affirmation assez spectaculaire de l'Algérie comme une puissance régionale. Une puissance avec laquelle il faut compter. Ah oui? Comment? Elle a beaucoup diversifié et renforcé ses partenariats stratégiques. Avec la Russie sur le plan militaire, avec la Chine sur l'économie, son poids diplomatique en Afrique, et surtout dans la zone sahélo-saharienne où elle a toujours eu une influence, il est redevenu central. D'accord. En Méditerranée, sa coopération est indispensable. Alger, ce n'est plus le partenaire qu'on pouvait se permettre de snober ou de sermonner comme avant. Et la France, pendant ce temps, sa position dans la région? La France, elle, traverse une période de redéfinition, voire de recul de son influence traditionnelle, notamment en Afrique de l'Ouest. Les revers au Mali, au Burkina, au Niger, les retraits militaires forcés, la montée du sentiment anti-français, ça a laissé des traces.
ça réduit sa marge de manœuvre. C'est clair. Ajouter à ça des relations qui restent compliquées, parfois tendues avec le Maroc, l'autre acteur clé du Maghreb, notamment sur la question très sensible du Sahara occidental, où Paris a du mal à trouver une position claire. Donc, un tableau un peu difficile pour la France. Oui. Et dans ce tableau, eh bien, renouer des liens solides et surtout fonctionnels avec Alger, ça devient non pas une option, mais une nécessité stratégique. Impérieux. Une nécessité pourquoi exactement? Quels sont les domaines où Alger redevient si incontournable pour Paris? Ils sont multiples. Et vitaux. L'énergie, bien sûr. Le gaz algérien, c'est précieux pour diversifier les approvisionnements. La sécurité, le renseignement algérien, la coopération opérationnelle, c'est essentiel contre le terrorisme au Sahel et pour prévenir des attentats ici. Oui. La gestion des flux migratoires, impossible sans dialogue constructif avec Alger. Et même économiquement, malgré tout, le marché algérien reste important, potentiellement. Donc, oui, les mots apaisants de Nunez, ça colle parfaitement à cette tentative de réalignement stratégique. De réouverture pragmatique d'un canal vital. Donc, si je résume votre analyse, Paris ravale un peu sa fierté, admet à demi-mot que l'hostilité systématique c'était une erreur stratégique. Une erreur qui a coûté cher. Ce nouveau réalisme, comme on dit, ce serait pas, au fond, un aveu de faiblesse, à peine déguisé. La reconnaissance forcée que les vieilles méthodes, peut-être encore teintées d'un complexe de supériorité hérité de l'histoire, ça ne marche plus face à une Algérie qui s'affirme. Qui diversifie ses alliances. C'est une lecture possible, oui, et elle contient une part de vérité. Beaucoup d'analyses convergent. Ce virage est moins motivé par une soudaine sympathie que par une prise de conscience stratégique. Brutal. La France a besoin de l'Algérie. C'est ça le point clé. Oui. L'époque où Paris pouvait espérer exercer une forme d'influence quasi tutélaire politiquement, économiquement, c'est fini. Définitivement révolu. L'Algérie d'aujourd'hui a un poids énergétique, militaire, diplomatique qui lui donne les moyens d'exiger une relation d'égal à égal. D'égal à égal. Basée sur le respect mutuel, la non-ingérence. La France n'a plus les cartes pour imposer ses vues comme avant. Elle doit composer. Et cette nécessité de composer, elle repose sur quels besoins mutuels? Vous avez parlé de ceux de la France, mais l'Algérie, est-ce qu'elle a aussi intérêt à ce dégel, malgré ses nouveaux amis russes ou chinois? Absolument. Même si Alger diversifie, affirme son autonomie, maintenir un dialogue équilibré, stable avec l'Occident, et notamment la France, ça reste important. Pourquoi? Historiquement, économiquement, culturellement, les liens sont profonds. La France reste un partenaire économique important, un pays où vit une énorme diaspora algérienne, une puissance européenne, méditerranéenne. Il faut dialoguer sur les grands enjeux. L'Algérie cherche sans doute un équilibre. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, russe ou chinois, tout en gardant des relations normalisées avec l'Europe, via la France. Donc il y a une base objective pour une relation plus pragmatique. Moins passionnelle. Exactement. Des intérêts convergents existent. Alors, vers quoi on va, concrètement? C'est juste une poignée de main pour la photo? Un protocole poli pour calmer le jeu en attendant la prochaine crise? Ou est-ce qu'on peut imaginer un truc plus structurel? Une vraie normalisation stratégique, comme disent certains. Une rupture durable. L'ambition affichée en tout cas par les partisans de ce rapprochement, et ce que certains observateurs espèrent, ça va plus loin que le geste protocolaire. Ce serait potentiellement un vrai redéploiement stratégique de la France. Un redéploiement? Oui, qui accepterait enfin, sans ambiguïté, cette relation d'égal à égal, qui romprait avec ce que beaucoup à Alger voyaient comme une logique de tutelle politique, héritée du passé. L'objectif, ce serait d'instaurer une coopération despassionnée, fonctionnelle, basée sur des intérêts clairs et le respect des souverainetés. C'est un vrai changement de paradigme. Un changement de paradigme. D'accord. Mais c'est facile à dire. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler cette belle mécanique? Parce que bon, les relations franco-algériennes, c'est un peu un éternel parcours d'obstacles, non? Dans une partie de l'opinion, et surtout dans une partie de la droite politique, parfois qualifiée de radicale, de ce qu'on appelle l'imaginaire colonial. Ah, ça encore. Oui, c'est-à-dire une vision du monde, des schémas de pensée hérités de l'histoire, qui rendent très difficile, voire inacceptable pour certains, l'idée d'une Algérie totalement égale, souveraine, traitée comme telle, sans condescendance, sans arrière-pensée, accepter cette nouvelle parité. Ça heurte des représentations très ancrées. Je vois.
Donc, le succès de la démarche de Nunez, ça dépendra beaucoup de la capacité du gouvernement français à imposer cette ligne réaliste. Pas seulement à l'administration, mais aussi à une opinion publique travaillée par ces vieux démons. Et face à des oppositions politiques qui, elles, n'hésiteront pas à jouer sur cette corde sensible. Donc, pour résumer, l'analyse de fond qui émerge chez des observateurs comme Zeribi, par exemple, l'idée maîtresse, c'est quoi? C'est que l'avenir de la France en Méditerranée, en Afrique, ça ne se fera plus contre l'Algérie, ou en l'ignorant, mais avec elle. C'est une révolution copernicienne pour certains, à Paris, ça. C'est exactement ça, le cœur de l'analyse. On parle bien d'une normalisation géopolitique forcée par les faits. La France doit s'adapter à l'émergence, à l'affirmation d'une puissance régionale qui redessine les équilibres. Elle n'a plus de choix, en fait. Voilà. Il ne s'agit plus de relations basées sur l'affect, l'émotion, les contentieux mémoriels, même s'ils existent et qu'il faut les traiter, mais sur une reconnaissance lucide des rapports de force, des intérêts stratégiques nouveaux. Il faut adapter la stratégie française à cette réalité. Un mariage de raison, quoi. Froidement dicté par les rapports de force, les besoins en énergie, en sécurité. Bon, on attend la prochaine crise bilatérale, parce qu'il y en aura une, c'est sûr, pour voir si ce nouveau respect affiché tient le coup. J'avoue que j'ai quelques doutes. C'est la lecture un peu cynique, mais réaliste. Un pragmatisme purement conjoncturel. Une trêve dictée par les difficultés françaises. L'autre lecture, peut-être un peu plus optimiste, ou en tout cas souhaitable, ce serait l'arrivée enfin, tardive mais nécessaire, du réalisme. De la rationalité dans une relation trop longtemps empoisonnée par l'émotion, le poids de l'histoire, les postures idéologiques stériles. Des deux côtés d'ailleurs. Oui, c'est vrai. La vraie question, c'est est-ce que cette normalisation, née de la nécessité, peut vraiment s'ancrer, devenir la nouvelle norme et aboutir à une relation non seulement apaisée, mais vraiment stratégique, mutuellement bénéfique? Bon, pour conclure notre analyse d'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est donc un point d'inflexion majeur dans cette relation aussi complexe Paris-Alger. Un passage potentiel d'une logique de confrontation, nourrie par l'histoire, l'idéologie, à une logique de coopération plus pragmatique. Presque désenchantée, dictée par les réalités géopolitiques et les intérêts bien compris de chacun. C'est ça. Les moteurs sont clairs, le nouveau ton de Nunez, l'affirmation de l'Algérie comme puissance régionale, les besoins français dans un contexte qui bouge beaucoup. Une synthèse fidèle des dynamiques, oui. Un réel justement notable. Reste à voir sa profondeur, sa pérennité. Les actes devront suivre les paroles, évidemment. Absolument. Il faudra scruter ça attentivement. Et pour laisser une dernière question en suspens, une question qui dépasse l'actu immédiate, au-delà des discours, des calculs d'intérêt, des stratégies parfois froides, quelles sont les hypothèses de fond sur le pouvoir, sur la façon d'aborder cette histoire commune si douloureuse, sur les identités nationales qui doivent vraiment évoluer, et ça des deux côtés de la Méditerranée, pour que cette normalisation soit plus qu'une simple trêve, pour qu'elle ouvre enfin la voie à une relation durablement apaisée, respectueuse et constructive. La question, elle reste entière.